Le tribunal administratif de Montreuil qui a validé la fermeture pour 6 mois de la mosquée de Chanteloup à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Le préfet l'accuse de promouvoir la violence et des actes de terrorisme. L'association gestionnaire de la mosquée avait déjà eu ses avoirs gelés par un arrêté gouvernemental. C'était le mois dernier. Écoutez le sujet de François Tiskiewicz. La mosquée Chanteloup d'Aulnay-sous-Bois sera bien fermée pour les 6 prochains mois. Accusée de diffuser une idéologie islamiste radicale et de faire l'apologie du terrorisme par le préfet de Seine-Saint-Denis, le lieu de culte a vu sa fermeture validée par le tribunal administratif de Montreuil. Il relève en effet qu'ont été tenus au sein de cette mosquée ou sur les réseaux sociaux par des personnes en charge du culte qui officient des propos constitutifs de provocation à la violence, à la haine ou à la discrimination en lien avec le risque de commission d'actes de terrorisme, à la commission d'actes de terrorisme ou à l'apologie de tels actes. Les autorités pointent une idéologie radicale promue tant au sein de l'édifice que sur les réseaux sociaux. Parmi les éléments à charge, une vidéo publiée sur X datant de plusieurs mois. Dans cette séquence, un imam ayant donné au moins une conférence dans cette mosquée encourageait les fidèles à frapper leurs enfants âgés d'au moins 11 ans s'ils ne priaient pas. En réaction à cette décision, l'avocat de l'association gestionnaire de la mosquée a annoncé qu'ils allaient saisir le Conseil d'État, estimant que certains points semblent aller, je cite, totalement à l'encontre de la liberté religieuse. Voilà, on est donc toujours avec Guylain Chevrier. L'avocat invoque la liberté de culte. Est-ce que certains utilisent aujourd'hui nos libertés fondamentales pour défendre les pratiques ou défendre des discours qui, ici, menacent clairement la sécurité nationale ? Alors, ce qui est défendu, c'est la liberté religieuse. C'est un peu la continuité avec ce qui a été dit précédemment. C'est-à-dire qu'effectivement, on est toujours en train d'essayer de faire jouer les droits et libertés individuelles, en les retournant contre notre société, finalement, pour essayer de faire reculer la liberté de façon générale et la démocratie, et de telle manière à se donner aussi des moyens de faire pression, de mener un travail de pression, de groupe de pression sur la société, mais aussi sur les autres musulmans qui ne se conforment pas exactement au contrôle social qui est celui voulu par ces personnes, par ces imams, lorsqu'ils tombent dans ce genre de prêche, de comportement. Donc on est sur ce sujet qui est toujours celui effectivement des droits contre le droit. C'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'il y a une ligne de conduite à tenir par rapport à ce qu'est notre Constitution. Si on veut vraiment la préserver et préserver les droits et libertés de chacun, c'est-à-dire la liberté de tous, quelles que soient ses convictions, de pouvoir choisir librement ce qu'il est, ce qu'il veut, il ne doit pas tomber sous l'emprise d'une communauté, d'une pression quelle qu'elle soit. Et donc défaire effectivement ce danger de séparatisme, c'est s'attaquer à ceux qui veulent précisément mettre en cause, en péril cette liberté pour tous. Est-ce qu'on n'a pas trop longtemps finalement réduit l'islamisme ? Là, effectivement, on le voit, le tribunal administratif qui valide cette fermeture, ce qui est assez rare, disons-le, oui. Mais il y a la dimension terroriste, j'ai envie de dire, des prêches, puisqu'il y a effectivement de la violence qui est promue dans ces prêches. Est-ce qu'on n'a pas finalement trop longtemps réduit l'islamisme à la menace terroriste ? Et est-ce qu'on n'a pas négligé la dimension politique et idéologique ? L'imam qui est passé par cette mosquée encourageait notamment ses fidèles à frapper leurs enfants s'ils ne priaient pas. Oui, mais c'est là où on voit, effectivement, là on est quand même dans un cas un peu particulier, qui n'est pas isolé, mais qui n'est pas un phénomène général, bien évidemment, qui ne concerne pas tous nos concitoyens musulmans. Précisément, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Oui, j'ai bien entendu. C'est pas ce que je suis en train de dire que vous dites. Mais par contre, effectivement, je voulais le préciser. Mais le fait est que c'est un phénomène qui, si vous voulez, qui est en accélération. Lorsqu'on regarde le dernier baromètre du fait religieux en entreprise, qu'est-ce qu'on constate ? C'est qu'on a une augmentation constante de la problématique de la religion au travail, l'islam dominant très largement le problème, avec effectivement 85% des situations religieuses observées et 91% des comportements qui sont jugés rigoristes qui lui sont attribués. Donc on a un vrai sujet. Et d'ailleurs, 81% des salariés interrogés dans le cadre de ce baromètre sont pour l'application dans l'entreprise du principe de laïcité. Vous voyez, on en est, c'était seulement 36% il y a quelques années. Donc, on voit bien qu'il y a à la fois une progression de l'entrisme religieux, d'une certaine radicalisation, et en même temps,
aussi une forme de prise de conscience collective quand même, et d'une résistance, mais qui n'est pas nécessairement celle de ceux qui nous représentent au niveau où il le faudrait, ni même dans l'entreprise, ce que j'évoquais. Effectivement, une capacité de réaction véritablement. C'est pour ça qu'on doit avoir une nouvelle réflexion. Peut-être faut-il une nouvelle commission Stasi qui fasse ce travail de mise au point, parce qu'on n'est plus au même moment de la société française. On a intégré beaucoup de nos concitoyens musulmans tout à fait correctement, mais on a aussi une partie de plus en plus importante qui se rebelle, qui est dans ce retournement de l'histoire dont je parlais tout à l'heure, et qu'il ne faut pas laisser faire. N'oublions jamais que là où les signes religieux dominent dans les sociétés donc qui sont des sociétés donc où l'État mélange religion, islam et droit, il n'y a aucun de ces pays qui respecte les libertés. Ne l'oublions pas, sinon on oublie tout. Merci pour cette analyse, Guylain Chevrier. Merci d'avoir été avec nous, docteur en histoire, ancien membre de la mission laïcité du Haut Conseil en intégration. On est avec Claude Moniquet, spécialiste terrorisme et renseignement. Bonsoir Claude, merci d'être en direct avec nous sur CNews et sur Europe 1. Dans le cas de la mosquée de Chanteloup, je le disais, le tribunal a retenu les accusations du préfet et le caractère donc radical des prêches. Mais concrètement, comment, Claude, comment est-ce qu'on identifie les mosquées à risque et pourquoi est-ce qu'il est aussi difficile de les fermer? Eh bien, Michael, les mosquées à risque, comme les autres lieux à risque d'ailleurs, sont identifiées sur base d'un travail de renseignement qui peut venir soit d'information, de dénonciation, soit d'un travail d'observation par des agents du renseignement intérieur, de la sécurité intérieure. À partir de ce moment-là, une procédure est lancée et effectivement, c'est une procédure qui, donc c'est l'article L227.1 du Code de sécurité intérieure. C'est une procédure qui est très, très encadrée et ça explique qu'elle soit assez complexe et qu'elle ne fonctionne pas toujours très, très bien. C'est une procédure d'abord qui est contradictoire. Les responsables de la mosquée doivent être entendus ou de l'association qui les dirige. Deuxièmement, ça passe par les faits doivent être établis. Il ne suffit pas de dire tel endroit est un endroit où se rencontrent des extrémistes. Il faut citer des faits, des lieux, des moments, qui a dit quoi à quel moment. Il faut s'intéresser aussi éventuellement au public, si effectivement une mosquée est fréquentée, comme c'était le cas pour la mosquée de Pantin après l'assassinat de Samuel Paty, si elle est fréquentée par des gens qui sont mêlés à des actes terroristes, c'est un élément qui va entrer en ligne de compte. Mais tout ça, effectivement, permet à l'arrivée une fermeture administrative d'un maximum de 6 mois. Mais c'est très encadré, puisque la France est un pays laïque, bien sûr, mais qui respecte la liberté de culte. Et il n'est pas question de fermer n'importe quoi pour n'importe quelle raison. Mais alors, le motif radical, il est de moins en moins utilisé. C'est ce qu'on entend régulièrement, Claude, par les préfets. Les préfets préfèrent mettre en avant d'autres motifs, d'autres prétextes. Absolument. Oui, alors ce ne sont pas des prétextes. Il faut qu'il y ait quand même des infractions claires. Et effectivement, on a tendance à utiliser des prétextes administratifs liés, par exemple, à la sécurité des lieux, sécurité physique, j'entends, sécurité incendie, l'absence ou le non-accès ou le blocage de sortie de secours, l'absence d'extincteurs, l'absence de système de détection des fumées, etc., qui permet une fermeture beaucoup plus rapide, quasi immédiate, mais jusqu'à la mise en conformité des lieux. Donc c'est un pis-aller. Pour prendre un exemple, entre 2020 et 2021, on a fermé 17 mosquées en France, et sur les 17 mosquées, 14 ont été fermées sur base de motivation de sécurité physique, de sécurité des lieux. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des soupçons de radicalisation qui tournaient autour de ces mosquées. Merci Claude Moniquet, spécialiste terrorisme et renseignement. Axel Ronde, finalement il y a une hypocrisie terrible, c'est-à-dire quand on ferme une mosquée, alors il y a de vrais motifs effectivement qui sont liés peut-être à l'hygiène ou au risque d'incendie, mais quand derrière la volonté réelle, elle est une volonté parce qu'il y a effectivement de véritables interrogations autour de l'idéologie et des messages qui sont prêchés, relayés dans cette mosquée, qu'on soit obligé de passer par cette autre porte pour y arriver, c'est quand même assez terrible. Mais ça en dit long sur le manque finalement juridique que nous pouvons avoir. Le manque de courage aussi, le manque de courage politique. Ça peut être aussi un manque de courage, mais aussi est-ce qu'on ne va pas être retoqué par le tribunal, tout simplement, puisqu'on le voit très bien qu'il y a si on ne motive pas réellement le fait qu'il y a des choses qui se passent
concrètement qui ne devrait pas s'y passer et qui est contraire à la loi, qui est contraire à la République, eh ben c'est très très compliqué, si vous voulez, de les faire fermer. Donc oui, on va utiliser un subterfuge, trouver une faille dans tout ce qui est problème de sécurité. Et Claude Moniquet a bien expliqué comment ça fonctionne et comment les préfets préfèrent finalement gagner du temps, parce que aussi ça met beaucoup d'effectifs de police pour les procédures. Encore une fois, je vous ai expliqué tout à l'heure les difficultés que nous avions avec les logiciels de faire des procédures qui tiennent la route. Si c'est pour qu'on se fasse casser nos procédures au niveau du tribunal, eh ben ça va annuler toute la procédure. Donc pour éviter ces risques-là, on va passer sur de l'administratif avec des problèmes, par exemple, d'incendie qui ne respectent pas les normes de sécurité. Allez, André Sicot-Nicolas, un dernier mot sur ce sujet ? Non, d'abord, on doit être rassuré par le fait qu'il y a eu cette décision qui soit prise par un tribunal administratif, puisque là, il était question de terrorisme. Et moi, je pense qu'il faut aussi quand même dire qu'il y a une interdiction, mais qu'il y a 800 mosquées en France, et que s'il ne se passe pas ce scénario-là dans les 800 mosquées, et que la majorité, mais il faut quand même le rappeler, que la majorité des musulmans ont une pratique paisible et tout à fait normale. On parle encore d'une minorité. Maintenant, il y a aussi des mosquées, donc on ne sait pas ce qui se passe. L'autre chose, je pense qu'aujourd'hui, la police, je parle sous l'autorité, est très attentif à tout ce qui se passe dans ces milieux-là, à juste titre. C'est vraiment précis. À juste titre, dans toutes les mosquées et dans tous les lieux de culte. Elles sont contrôlées, c'est vrai qu'elles sont contrôlées. C'est vrai que les services de renseignement ont, après les attentats islamistes, ont mis effectivement le paquet sur ces contrôles, mais c'est souvent des associations un petit peu qui posent problème et où on a du mal à savoir ce qui se passe. Amine, un mot très rapidement. Simplement, très rapidement, je veux quand même dire aux téléspectateurs qui nous regardent que cette mosquée... Et aux auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent, que cette mosquée, qui est connue des services de renseignement, dont les imams font l'objet en ce moment même d'un arrêté de gel des avoirs, avec des propos en lien avec l'incitation à la haine et l'apologie de terrorisme, cette mosquée n'est fermée que pour 6 mois. Ça veut dire que dans 6 mois, cette mosquée va réouvrir. Donc on repousse le problème. En fait, on ne fait que reporter le problème. Vous savez, le ministre de l'Intérieur, ce qu'il peut faire là dès maintenant, au regard de cette décision, c'est de prendre un arrêté d'expulsion à l'égard des imams s'ils sont étrangers, retirer leur titre de séjour. Pour moins que ça, on l'a fait à l'égard d'un certain nombre de personnes au mépris de la loi et de la liberté d'expression dans ce pays. Et enfin, un dernier mot quand même, vous dire aussi qu'il faut une loi contre l'islamisme. Il ne faut pas avoir peur de faire ce que font aujourd'hui les pays musulmans. Parce que moi, en tant que musulman aujourd'hui, pas seulement en tant que Français, en tant que musulman, je sens aujourd'hui ma foi salie à cause de ces gens-là. Et donc, il faut avoir le courage d'inscrire les frères musulmans et les salafistes sur liste noire, interdire à ce que leurs imams viennent prêcher dans les mosquées, parce que ce sont ces gens-là qui font du mal aux Français de confession musulmane. Ils salissent la foi de ceux qui prient à Allah et qui ont été tués avec l'amour que nous portons tous pour le drapeau tricolore. Et la fermeture, ça ne peut pas être pour 6 mois. Ça doit être définitive. Il faut changer la loi. Il faut aller encore plus loin. Il faut avoir le courage politique de le faire. Et donc pour cela, ça nécessite des réformes. Et ça nécessite effectivement, vous l'avez rappelé, des députés, des sénateurs qui aient le courage de faire changer la loi. À Nice, c'est la fin des fournitures scolaires gratuites. Éric Ciotti a décidé de supprimer dès cette rentrée les kits distribués l'an dernier à 22 000 élèves. La nouvelle municipalité juge ce dispositif trop coûteux, 440 000 €, soit environ 20 € par élève. L'opposition dénonce une économie faite sur le dos des familles. Le sujet de Julia Ferrante. Pas de distribution de kits scolaires cette année pour les quelques 22 000 élèves scolarisés à Nice. Éric Ciotti a annoncé dans un communiqué supprimer cette mesure qu'il juge onéreuse. Le coût s'élevait à 440 000 € l'année dernière, soit environ 20 € par élève, pour des fournitures qui ne répondaient pas pleinement aux attentes des familles. Pour une telle dépense, le contenu était particulièrement indigent. Quelques stylos, feutres, crayons, une règle, de la colle ou encore une ardoise, loin de couvrir les besoins réels d'une année scolaire. L'opposition critique vivement cette décision, la qualifiant d'injuste pour les familles, notamment Patrick Allemand, membre du groupe d'opposition Unis pour Nice. C'est une décision brutale qui fera payer aux familles une facture supplémentaire au moment où le coût de la vie explose. La municipalité de Nice justifie son choix en expliquant que de nombreuses aides sont déjà existantes
comme l'allocation de rentrée scolaire qui atteint 426,87 € cette année par enfant âgé de 6 à 10 ans sous condition de ressources. Voilà, 440 000 € d'économies sur un budget municipal à quelques semaines de la rentrée, dans un contexte aussi de pouvoir d'achat difficile. Est-ce le bon moment pour supprimer cette aide? C'est une question qui peut se poser. La mairie parle d'une mesure électoraliste mise en place par Christian Estrosi, donc par le maire précédent. Myriam Djabali-Larac, 20 € par enfant, est-ce une économie significative de la part de la municipalité d'Éric Ciotti, ou est-ce que c'est essentiellement symbolique selon vous? Les deux, parce qu'il n'y a pas de petites économies, et aujourd'hui effectivement ça peut être considéré comme symbolique, mais je rappelle juste que votre reportage le disait, des familles selon les ressources bénéficient de l'allocation de rentrée scolaire, donc ça faisait quand même doublon. Vous voyez, parce que si les mairies, là on parle des primaires certainement et des maternelles, si les mairies déjà donnent et qu'au niveau national, les parents également reçoivent, c'est des dépenses doublons. Et il y a déjà des aides de rentrée qui sont prévues au niveau national, oui, il faut le rappeler. Et donc là, on est vraiment, vu la situation dans laquelle on est, une mairie, c'est une collectivité, et donc elle doit gérer son budget. S'il y a déjà des aides au niveau national, au niveau départemental pour les collèges et au niveau régional pour les lycées, on est sur des dépenses sociales qui font doublon. Et aujourd'hui, on ne peut plus se permettre, c'est la chasse à toutes les économies possibles, et donc on ne peut plus s'en permettre. Vous savez que l'allocation de rentrée scolaire, chaque année, fait polémique, parce qu'on voit des élèves qui l'utilisent, ou des familles, pardon, qui l'utilisent autrement que pour le matériel scolaire. Et puis, il y a au fond également la deuxième question, c'est qu'aujourd'hui, on est resté sur des listes de fournitures scolaires qui sont interminables, et quelquefois qui ne sont pas si utiles que ça. Il y a des écoles, par exemple, alors vous avez peut-être des enfants en bas âge, vous avez deux enfants, donc 3. Donc, vous voyez, c'est peut-être là que vous commencez à faire les courses pour la rentrée scolaire. Certaines écoles mutualisent et harmonisent, et puis c'est les écoles elles-mêmes qui achètent et les parents donnent. Mais dans tous les cas, il faudrait, je pense aujourd'hui, revoir ces listes interminables avec crayons HB1, HB2, gomme, le casse-tête chinois, et finalement qu'on ne va pas forcément utiliser parce que l'école se fait autrement aujourd'hui. Est-ce à la puissance publique aussi de prendre en charge des dépenses qui relevaient autrefois naturellement des familles? Ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser. D'abord, vous savez, il n'y a pas de dépenses sans recette. Et la recette, on va la prélever notamment envers ceux qui travaillent pour financer un dispositif d'aide sociale à l'égard de ceux qui ne travaillent pas. Bon, maintenant, en un mot, si vous voulez flécher la dépense, eh bien, il faut arrêter de donner cette allocation de rentrée scolaire en liquide. Voilà. Il faut aujourd'hui la donner par un chèque destiné à un certain nombre de dépenses utiles, parce que je ne suis pas tout à fait certain que l'ARS soit Merci à Amine El-Bailly, merci à André Sicodi-Cola, merci à Myriam Djabali-Larac et Axel Ronde d'avoir été à mes côtés pour ce punchline.